Ok, bienvenue à ce deuxième jour. Attendez, je passe une petite story pour le début du jour 2. Hop, et c'est parti. Ok. Alors, comment allez-vous aujourd'hui en ce mardi 16 septembre? Ok, je mets en place mes petites fenêtres comme ça. Voilà. Et on va commencer. Alors, d'abord, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Et j'ai regardé déjà ce matin, vous êtes pas mal à avoir regardé le replay d'hier. Et surtout, si c'est pas encore fait, eh bien, pensez-y vraiment. La vidéo dure moins de 25 minutes, hein. Je tiens à faire des challenge, des vidéos qui sont pas trop longues. L'essentiel est la qualité et pas la quantité. Moi, personnellement, rester à un challenge, à des vidéos qui sont presque à 2 heures par jour, je ne tiens pas sur la durée. Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez, mais même en plus, si vous le regardez en vitesse accélérée, ça peut le faire. C'est aussi quelque chose que je fais. Donc, avant de plonger dans notre thème du jour, je voudrais revenir sur ce qu'on a vécu hier. Hier, on a posé la première pierre, c'est-à-dire identifier ce qui nous épuise vraiment. Alors, je sais que ça n'a pas été simple pour certaines, mettre des mots, ça remue, ça fait remonter des choses, mais c'est précisément ce qui ouvre la porte. On a parlé de cette vie en mode survie. Les journées où on court partout, où on se couche le soir avec la frustration de ne pas avoir avancé sur ce qui compte vraiment pour nous. Les nuits potentiellement hachées, les réveils déjà fatigués parce que notre cerveau n'a pas arrêté de tourner. Les micro-décisions du quotidien qui finissent par user, ben parce qu'il y en a trop, hein. Et ce poids invisible, cette charge mentale qui se glisse dans chaque détail, hein. La maison, le boulot, les enfants, le couple, jusqu'à grignoter ton énergie et ton estime de soi. Son énergie et son estime de soi. Ça, c'est le mode survie. Et le mode survie, c'est un mécanisme de protection, tout simplement. Au niveau biologique, notre cerveau va traquer le danger et met notre corps en action avec l'adrénaline, le cortisol. C'est utile ponctuellement, comme quand l'homme des cavernes ou la femme des cavernes se faisait pourchasser par un animal préhistorique qui ressemblait à un tigre. Voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus notre cas. Mais dans notre corps, ça reste, ça dure et l'alarme reste activée. L'amygdale surveille et la zone du cerveau qui aide à clarifier et à prioriser eh ben, devient moins disponible. Sur le plan cognitif, on sous-estime la charge mentale. On en a parlé aussi hier. On garde trop d'onglets ouverts. L'analogie avec la fenêtre du navigateur Internet. Parce qu'on pense, on anticipe, on décide. Notre mémoire de travail, elle est limitée. Donc, on sature eh ben, assez rapidement. Ajoutez à ça la fatigue décisionnelle, chaque micro-décision qui nous pompe de l'énergie. Et à la fin, on a bossé toute la journée, mais pas sur ce qui compte vraiment pour nous. Et puis, il y a le contexte. Les injonctions à être parfaite, partout. Charge invisible, limite floue, hyperconnexion, sommeil qui recule, on finit par porter trop, trop longtemps et sans vraie récupération. Alors attention, hein, les injonctions, elles ne naissent pas dans la tête, elles sont apprises. Parce que pendant longtemps, la société, elle a valorisé un modèle où la femme portait la maison et la famille, et puis l'homme apportait des ressources. Bon, nos vies, elles ont changé, sauf que les attentes et les outils du quotidien, eh ben, ils n'ont pas suivi au même rythme. Et par-dessus, on attend désormais que la femme ait une vie professionnelle épanouie.
mais sans en faire trop non plus. Il ne faudrait pas trop gagner. Voilà, on le connaît, hein, c'est un double standard très commun aujourd'hui. Concrètement, les écoles, les entreprises, l'administration, les horaires sont pensés comme si on pouvait, comme si quelqu'un pouvait absorber l'écart. Repas, trajet, rendez-vous, maladie, vacances, et devine qui c'est qui prend? Eh ben c'est Bibi, celle qui a déjà les listes dans la tête. À tout ça, on rajoute une couche. Avec la culture de la performance, on nous demande d'être excellente partout. Boulot, couple, parentalité, corps, maison, amis. Et avec les réseaux, on compare nos coulisses aux meilleurs moments des autres et on ne peut que se sentir en retard. Et parce qu'on est loyal et consciencieuse, on intériorise des règles. Dire oui, être disponible, ne pas déranger. Je vais le faire, ça ira plus vite. Résultat, on devient la chef de projet émotionnel et logistique et ben de tout le monde. Le message caché là derrière qu'il y a, c'est si tu ne gères pas tout, tu échoues. Et là, on est dans une culpabilité en boucle. Donc, tout ce système t'amène en mode survie. Ton cerveau gère les urgences, ta mémoire de travail sature, tes décisions s'émiettent et tu repousses toujours ta priorité à demain. C'est un vrai cercle vicieux. Urgence, besoin repoussé, culpabilité, contrôle perfectionnisme et encore plus d'urgence. Si on devait prendre une métaphore, ça serait comme de conduire avec le frein à main et tous les onglets ouverts. Ça avance, mais ça chauffe et ça rame, clairement. Alors, dans des exemples de biais, de croyances qu'on peut avoir, ça va être, vous allez voir s'il y en a qui vous correspondent, si je le fais pas, eh ben, personne ne le fera bien. Voilà. Ça, je pense que c'est monnaie courante. Ne nous cachons pas. Une autre croyance, je dois dire oui, sinon ça veut dire que je suis égoïste. Et ça aussi, je pense qu'on est nombreuses à le penser. OK? Et enfin, demander de l'aide, c'est forcément déranger. Eh bien, ces croyances, ça devient des vraies règles invisibles qui nous épuisent. Alors, petite question rapide. Dans quoi est-ce que vous vous reconnaissez le plus? Dans urgence, décision ou injonction? Mettez-moi un mot dans le chat ou dans le groupe WhatsApp. N'oubliez pas d'aller rejoindre le groupe WhatsApp général, pas annonce. Annonce, c'était le premier lien. Le deuxième lien, c'est le groupe général où vous allez pouvoir partager et où d'ici demain, je vous offrirai un joli cadeau bonus. Et deuxième question, si aujourd'hui vous décidez de fermer un onglet mental ce soir, ça serait lequel? Voilà, donc je vous laisserai, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous regardez en replay pour aller répondre dans le chat, s'il vous plaît. Tous les partages sont les bienvenus et très rassurants pour les autres qui participent. Donc, sortir du mode survie. C'est donc d'abord voir ce qui nous épuise, ce dont on a parlé hier. Ensuite, c'est de choisir une priorité cœur, comme je l'appelle. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et enfin, demain, c'est intégrer une micro-routine vivante avec un plan B. Bref, pas de révolution, que des petits pas intelligents qui redonnent du pouvoir. Voilà pour le mode survie. Et je veux que ça soit très clair. Vous n'êtes pas coupable. Comme hier, je l'ai dit, vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes pas coupable des injonctions qu'on vous a apprises. Vous n'êtes pas coupable d'un système qui vous a mis en mode survie. Mais, par contre, vous restez responsable de ce que vous choisissez d'en faire à partir d'aujourd'hui. Vous restez responsable de ce que vous choisissez d'en faire à partir d'aujourd'hui. Responsable, c'est égal à capable de répondre. Ça veut dire choisir une priorité, poser une limite douce, demander de l'aide, simplifier, déléguer un mini-truc. Et on peut tenir les deux, 0% culpabilité et 100% responsabilité.
Et c'est cette responsabilité choisie qui rouvre votre pouvoir d'agir un pas après l'autre. Beaucoup de ce que vous vivez vient de scripts hérités et d'un environnement qui surcharge. Donc pas de culpabilité. Vous avez appris ces règles, souvent pour survivre d'ailleurs. En revanche, là où votre pouvoir commence, c'est dans la responsabilité choisie. Je ne suis pas coupable d'avoir trop d'onglets ouverts, je deviens responsable de fermer le premier. Je ne suis pas coupable d'avoir tout porté, je deviens responsable de demander de l'aide et de redistribuer. Je ne suis pas coupable d'être fatigué, je deviens responsable de protéger un créneau pour moi. Cette bascule, ça n'est pas tout changer, c'est un choix plus une action. C'est exactement ce qu'on fait ici. Mon métier, hein, c'est d'aider les femmes qui vivent en mode survie à reprendre le pouvoir grâce à des routines intelligentes. Je ne promets pas de miracle. Par contre, je promets un cadre, une méthode, un soutien pour avancer un pas après l'autre. Alors, on peut faire un mini exercice qui vous permettrait de débrancher une injonction. Premièrement, c'est de repérer la phrase piège la plus fréquente chez vous. Genre, si je ne le fais pas, personne ne le fera bien. La deuxième étape, c'est de réécrire en phrase permission. Genre, je peux demander, slash, partager, slash, simplifier. Ou je peux dire non à X pour dire oui à ma priorité cœur. Donc c'est pareil, ces phrases, n'hésitez pas à les partager dans le chat aujourd'hui ou si vous regardez en replay dans le groupe WhatsApp, le deuxième groupe WhatsApp, le groupe général. Et enfin, une action microscopique aujourd'hui, un seul pas pour vous. Déléguer un mini truc, supprimer une étape ou poser une limite douce. Parce que la sortie du mode survie ne passe pas par faire plus, mais par changer d'angle. Donc on l'a vu, mais je le redis. On nomme ce qui épuise hier. On choisit une priorité cœur aujourd'hui. Avec ça, on récupère sa boussole. Et demain, on intègre une micro-routine vivante pour protéger son énergie. Alors oui, on peut réécrire ces scripts. On n'a pas à être la hotline de tout le monde. On n'a pas à être la planificatrice et le tampon émotionnel de tout le monde. On peut redistribuer, négocier, simplifier, demander, dire non et surtout dire oui à à ce qui compte vraiment pour nous. Alors attendez, j'ai oublié de mettre en silencieux. Je n'ai pas envie d'être dérangée par des notifications, ce qui vient de se passer. Hop, voilà. Sorry. Donc, hier, vous avez eu le courage, et vous avez eu du courage, de mettre des mots dessus. Et pourquoi c'est si important? C'est parce que tant que ça reste diffus, flou, invisible, et surtout là-haut, que ça reste là et que ça ne sort pas, eh ben, on continue à le subir. Mais dès que vous nommez, vous reprenez du pouvoir. C'est ce qu'on a vu avec l'effet Zeigarnik. Le cerveau reste en alerte tant qu'une tâche ou une pensée n'est pas exprimée. Et hier, vous avez commencé à fermer des onglets. Et ça, c'est énorme. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas vu le live d'hier, prenez le temps de regarder le replay. Ne zappez pas cette étape, c'est la base pour tout le reste. Le lien, il est dans le groupe, dans la boîte mail. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et surtout, si vous ne l'avez pas, eh bien, n'hésitez pas à demander, envoyez-moi un mail, envoyez-moi un message dans le groupe WhatsApp. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas avancer si on ne fait pas ce premier pas identifié. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième étape de la méthode, de ma méthode ici, identifier, choisir, intégrer. Et donc on est sur le mot choisir. Alors, on va voir pourquoi choisir est vital.
Parce que souvent, quand on est épuisé, on se dit qu'il faudrait plus de temps. Mais la vérité, c'est pas qu'on manque de temps, c'est qu'on essaye de tout faire rentrer dans un temps limité. Vouloir tout faire égale la garantie d'être débordé. Vouloir tout porter égale la garantie de s'épuiser. Voilà. Je vais vous donner une image. Imaginez une barque surchargée. Vous essayez de mettre tout dedans. Travail, maison, enfants, couple, amis, projet, perso. Résultat, la barque prend l'eau. Par contre, si vous choisissez ce qui est essentiel, vous gardez l'équilibre et vous avancez. Et c'est pas juste une métaphore, hein. Les neurosciences le confirment. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Plus vous devez prendre de décisions, même petites, plus votre énergie chute. C'est pour ça que vous pouvez finir une journée vidée sans avoir l'impression d'avoir accompli ce qui comptait vraiment, ou en ayant l'impression de n'avoir rien fait, une autre manière de le dire. Alors aujourd'hui, le but, c'est ça, c'est passer de la survie à l'intention, du je dois tout faire au je choisis ce qui compte. Et vous allez voir, ça change tout. On va parler de choix, parce qu'une priorité cœur, ce n'est pas qu'un beau mot, c'est pas qu'un joli mot avec un cœur, c'est un engagement pour vous. Et chaque oui que vous faites à votre priorité cœur implique forcément des non. Parce que choisir, ce n'est pas tout faire. Malheureusement, il faut l'accepter. Enfin, il faut. Vous voyez, moi, j'ai le réflexe quand même maintenant de virer les il faut, je dois. Voilà, je me rectifie, je me corrige moi-même. Choisir, c'est pas tout faire, c'est renoncer en conscience. La prise de conscience, elle est justement là. Que choisir, ce n'est pas tout faire, c'est renoncer. Parce que notre cerveau, il voudrait cocher toutes les cases, mais choisir, c'est créer et renoncer. Alors, je vous propose un filtre très simple tout de suite. Des 3 questions qui peuvent vous aider pour faire des choix. La première, est-ce important pour ma priorité cœur? La deuxième, est-ce que c'est soutenant pour mon énergie? Ça, c'est une vraie question importante. Et souvent, en tout cas moi, je le remarque dans les personnes que je vais côtoyer. Je sais aujourd'hui, et je pense que toutes vous avez déjà constaté qu'il y a des fréquentations que vous avez. Pour X ou Y raison, ces personnes vous bouffent de l'énergie. D'être avec ces personnes, ça vous mange de l'énergie. Et donc, troisième question, est-ce que c'est cohérent dans ma saison de vie? Aujourd'hui et pas un jour peut-être. Alors, si la réponse est non à 2 de ces 3 questions, votre choix c'est non. Alors moi, j'aimerais bien que vous mettiez dans le groupe WhatsApp votre priorité cœur égale à quoi? Même si c'est un brouillon. Voilà. Maintenant, on passe au non. Et je bois un petit coup parce que j'ai soif. Pourquoi dire non paraît si difficile? Pourtant, c'est un tout petit mot, 3 lettres, non. Ce qui est difficile, c'est plutôt les conséquences qu'on imagine. La crainte d'un jugement négatif. Et ça provoque chez nous des pensées désagréables comme la peur, la crainte, l'anxiété. Par exemple, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et si je déçois? Et si on m'en veut? Bon, si on y réfléchit, on est conditionné en tant qu'humain à vouloir faire partie d'un groupe, à faire ce qu'il faut pour être accepté. Parfois, même si ça ne nous convient pas vraiment. Et oui, si on remonte à l'aube des temps, la survie de l'être humain, c'était d'être en groupe. Le danger, c'était de se retrouver tout seul. Mais aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Et donc, on va passer au-delà dans l'objectif d'avoir l'acceptation des autres. Une fois qu'on a compris ça, on peut alors remettre en question ces automatismes archaïques quelque part. Mais on peut aussi se poser la question de ce qu'on perd pour soi quand on dit oui. Est-ce qu'on perd du temps? Est-ce qu'on perd de l'énergie? Est-ce qu'on perd de l'argent? Est-ce qu'on perd de l'estime de soi? Et ça,
Je vous l'ai raconté dans une de mes dernières vidéos YouTube. J'en ai perdu de l'estime de moi, de l'amour de moi, en disant oui. Et sur quelle échelle de valeur on se trouve quant à ces sacrifices? Parce que nos ressources internes et externes, le temps, l'argent, sont souvent limitées. Et donc avant tout, justement, le temps. Aucun temps donné n'est en soi rattrapable. Donc, il s'agit de faire un choix et de l'assumer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus jamais dire oui, mais de se poser la question, si on dit oui, est-ce que c'est parce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que parce que j'ai peur de dire non? Et malgré tout, on peut choisir de dire oui, mais pour quelle raison je le dis? Il peut y avoir, et c'est entre nous-mêmes et nous-mêmes, on peut considérer qu'il y a des bonnes raisons de dire oui, même si ça va à l'encontre de notre énergie ou de notre temps. Et ça, c'est des choses qu'on peut creuser. Dans l'accompagnement que je propose, c'est des choses qu'on va creuser. On va aller plus loin pour comprendre nos mécanismes. Donc, pour apprendre à dire non, on avance à petits pas et on commence par s'exercer sur des petites choses. Alors, posez-vous la question, à quoi vous pouvez dire non, quelque chose de petit, en premier, et voir comment vous vous sentez. Vous vous entraînez et puis vous observez que le monde, il s'écroule pas, finalement. Que ça change pas grand-chose. Vous avez dit non, et puis personne n'est arrivé en vous hurlant dessus parce que vous aviez dit non, voilà. Et là, on récupère du pouvoir. Ça, c'est une question, moi, que j'adore euh, poser et discuter et avancer dans la recherche des raisons des choix, du oui ou du non. C'est vraiment hyper intéressant. Le deuxième sujet que j'aime beaucoup et qui se rejoint dans cette thématique du jour, c'est poser des limites. Alors, poser des limites, souvent, ça fait peur aussi, de la même manière que les choix. C'est pour ça que c'est très proche. Une limite, ça n'est pas pour contrôler les autres. Une limite, c'est une protection émotionnelle que l'on crée pour soi. Une limite, elle est faite pour nous protéger émotionnellement. Si je devais donner une image simple, c'est la clôture de mon terrain. Elle délimite où je finis et où l'autre commence. Et là, on se rappelle, pour les personnes qui connaissent, mais je pense que la majorité d'entre vous sont de ces générations, on repense à l'image de bébé dans Dirty Dancing qui dit « Ceci est mon espace, ceci est ton espace ». Bon, bah, poser des limites, ça peut être ça. C'est comme si on dessinait un cercle autour de nous et de notre comportement. Ça pourrait ressembler à une séparation d'avec les autres, mais c'est plutôt l'inverse. Parce qu'une limite, elle inclut une demande que l'on fait à quelqu'un de changer un certain comportement et de la conséquence que ça aura de se protéger si la personne ne respecte pas cette limite, encore une fois. Connaître ses propres limites et savoir les exprimer, c'est une vraie preuve de maturité émotionnelle. Tout comme celle de comprendre, tout comme comprendre celle des autres. Dans ces cas-là, on a des relations aux autres plus claires, plus saines et probablement plus authentiques. À l'inverse, pas de limite claire amène souvent des malentendus, du ressentiment, voire des reproches, et peut entraîner des relations pas très satisfaisantes ni épanouissantes d'ailleurs. Donc, avant de se poser une limite, on doit être clair avec soi-même pour savoir ce qu'on veut. La plupart des gens connaissent clairement la limite de leur propriété, de leur terrain, et savent donc très bien quand quelqu'un franchit la limite. Mais qu'est-ce qu'il en est des limites personnelles? On ne sait pas forcément les définir soi-même. Alors imaginez bien que si les autres devaient deviner pour nous, c'est pas possible.
Si je vous donne un exemple, est-ce que vous acceptez qu'on vous crie dessus? Probablement que non. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Ça, c'est une limite que vous avez déjà potentiellement, intrinsèquement. Vous n'acceptez pas qu'on vous crie dessus. Et dans ces cas-là, la limite, vous savez aussi l'exprimer quand elle est dépassée. C'est pour ça que, après avoir défini pour soi ses propres limites, il est tout aussi important de les communiquer aux personnes concernées quand ils franchissent nos limites. Parce que quand une limite est franchie, il nous faut expliquer à la personne qu'elle a dépassé cette limite et clairement lui dire les conséquences si elle n'arrête pas. On l'explique aux enfants, on dit, on l'entend régulièrement, il faut savoir poser des limites aux enfants. C'est sain des limites. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est très nul ce que je viens de dire. Mais une limite n'est pas un ultimatum. Il ne s'agit pas de contrôler quelqu'un d'autre pour se sentir mieux. Il s'agit de nous protéger. Si on met un exemple, par exemple au travail, avec un collègue, bah, tiens, je l'ai vécu hier soir avec la réunion des profs élèves à l'école pour ma fille, pour le niveau quatrième, d'exposer les limites et le droit à la déconnexion. Moi, ça me paraît évident que si j'écris un mail au professeur le vendredi soir, bah, il y a le week-end et voilà, et c'est normal. Bon, apparemment, il est de bonne loi que les profs rappellent qu'ils ont aussi droit à la déconnexion, qu'après leur journée de travail passée 19 heures ou que le week-end, ils ne soient pas obligés de répondre dans l'instantanéité. Eh bien, hier soir, la prof principale de ma fille a émis une limite qui n'est pas pour nous mettre un ultimatum, nous les parents, mais qui est pour mettre un garde-fou, pour eux les protéger et nous faire comprendre. Alors, n'hésitez pas à partager aussi dans le groupe WhatsApp euh, si vous avez une limite, si vous avez à l'idée une limite que vous poseriez bien. Voilà. Je vais aussi revenir sur une notion avant d'arriver à l'exercice du jour, qui est sortir du débordement par le choix, être débordé, sortir de ça. Être débordé, c'est pas une fatalité extérieure. C'est une émotion qui est souvent créée par des pensées du type j'ai trop de choses à faire, je sais pas par où commencer, j'ai pas assez de temps. Alors, comment on fait pour ne pas manquer de temps? Parce que le temps, il est le même pour tout le monde, hein. C'est littéralement le truc qu'on ne peut pas rattraper. On ne peut pas avoir plus, 24 heures, débrouille-toi avec ça. Donc, si on réfléchit un peu, on peut déjà se poser la question de ce qui est important pour nous dans le temps que l'on donne. Et je dis bien donne, parce que donc tous les jours, nous avons tous 24 heures à nous, et il est de notre responsabilité de les utiliser. Donc, on choisit de donner du temps à telle ou telle chose ou personne. Donc, on reprend la main en choisissant. On revient sur le choix. Une seule tâche, on va au bout, on renforce le sentiment d'avancer au lieu de papillonner partout. Tout est un choix. La clé est de choisir en conscience et d'assumer les conséquences de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Une de mes phrases les plus détestées slash adorées parce que ça me fait rentrer dans le concept du choix et que j'adore discuter, c'est j'ai pas le choix. Bah.
Et ça me hérisse le poil. En fait, ouais, c'est détesté. Ben si, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Parce que on choisit de ne pas avoir les conséquences de choisir l'alternative entre noir ou blanc. Je vous donne des exemples. Les exemples que je prends le plus souvent, qui sont pour moi les plus marquants, c'est ah, faut que je paye mes impôts, j'ai pas le choix. Ah ben si, tu as le choix de ne pas payer tes impôts. Tu peux ne pas payer tes impôts, tu peux te prendre des majorations, tu peux te faire saisir. C'est tout à fait dans l'ordre du possible. Tu pourrais choisir de ne pas payer tes impôts. Ce que tu choisis, c'est de ne pas avoir les conséquences négatives de ne pas payer tes impôts. Parce qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui s'exilent fiscalement, ils ne veulent pas payer les impôts, ils s'exilent fiscalement. Et encore un autre exemple très poussif, hein, je l'admets, hein. Mais j'ai pas le choix, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Ou il faut que je fasse à manger à mes enfants. Mais tu as tout à fait le choix de ne pas faire à manger à tes enfants. C'est horrible quand on y pense. Mais encore une fois, c'est une échelle de valeur parce que tu as le choix de ne pas t'en occuper. Tu as le choix de ne pas aller chercher ton enfant à la sortie de l'école. Tu choisis d'aller chercher ton enfant à la sortie de l'école. Tu choisis de t'occuper de tes enfants. Tu choisis de leur faire à manger parce que tu n'es pas OK avec le fait de ne pas faire ces choses-là. Pour X ou Y raison. Soit parce que c'est ancré en toi et que la principale chose, c'est que tu n'imagines même pas ne pas le faire, ou alors que tu as peur de passer pour une mauvaise mère, ou que tu as peur d'avoir l'air démissionnaire de ton rôle de maman. Ça, c'est les conséquences négatives d'un autre choix. Mais chaque chose, chaque décision que l'on prend, c'est un choix que l'on fait. Et quand on remet de la conscience là-dessus, eh ben, on reprend du pouvoir sur sa vie petit à petit. Comme par exemple, aujourd'hui, j'ai choisi d'être là avec vous, bien que hier, et même hier, c'était encore pire, juste avant, j'avais appris deux belles mauvaises nouvelles qui sont démoralisantes, et voilà. Alors, est-ce que je choisis de me laisser abattre et de tout annuler? Non. Est-ce que je choisis d'être là quand même? Oui. Alors, attention, hein, pas en mode héroïne, hein. C'est juste que ça fait partie d'un engagement envers moi et envers vous, et avec une vision à plus moyen et long terme qui font partie de mon ambition professionnelle. Voilà, il y a des matins où je me lève pas pour aller voir ma fille parce qu'elle est avec son père. Au début, c'était pas évident. Et encore des fois, je me prends des relents du fond du cerveau, les trucs, voilà, ah, t'es pas une bonne mère, tu devrais être avec ta fille le matin et tout ça. Non, non, je prends ce temps-là pour moi. Et son père y est. Et il va pas se passer. Alors oui, il va peut-être bouffer des pâtes pendant 3 jours, ma pauvre petite, mais ça va, enfin, il y a rien de grave, quoi. Et dans ces moments-là, je me suis choisie. Et ma fille s'en porte pas plus mal. Si je suis pas là le matin, elle le sait, je la préviens. Elle n'a pas l'impression d'être abandonnée. Elle sait que c'est du temps pour moi. Tout ça, je lui ai expliqué. Bref, on s'égare. Je pourrais vous donner aussi quelques exemples, par exemple, de limites qui peuvent être intéressantes à poser. Euh, dans le rôle d'une maman. Quand on me parle en criant le soir, je fais une pause de 10 minutes et on reprend au calme. Si vous êtes salarié, je ne prends plus de réunion après 17 heures le mercredi. Si une invite arrive, je propose 2 créneaux alternatifs. Et pour celles qui sont entrepreneurs, je batch mes réponses clients entre 14 et 15 heures. En dehors, ma signature précise, réponse sous 24 heures. Là, on a caractérisé une limite et un choix. Mais ça peut être aussi, donc, d'autres exemples, au travail, avec les mails tardifs. Quand un message, et ça c'est pour soi-même, quand un message arrive après 19 heures,
je réponds le lendemain, mais à 9 heures. Quand il y a des réunions tard, on vient de le dire, on propose d'autres créneaux. Des urgences floues, sans urgent plus date dans l'objet, je traite au prochain créneau prévu. Ça peut être aussi de vouloir poser des limites dans le couple. Quand le ton monte, quand les voix montent, je fais une pause de 10 minutes et on va reprendre au calme. On en a parlé tout à l'heure. Ça peut être avec les enfants, hein. Pour la répartition de la charge mentale, dimanche 18 heures, on se fait la répartition. Ce qui est dans ta colonne reste à ta charge. Ou, dans le cadre d'une soirée saturée, ce soir, je ne gère pas X ou Y et on voit ça demain. Et c'est OK. En famille, ça peut être vis-à-vis d'un enfant qui crie. Bon, bah, si tu cries, je stoppe 5 minutes et après, on reprend au calme. Ça, c'est clairement une phrase qu'on peut dire à ses enfants. Quand je travaille à la maison, je suis en mode boulot jusqu'à 16h30 et ce qui concerne la maison, je m'en occupe après 16h30. Et pareil pour des visites pour les proches, j'adore vous voir, mais on valide au moins 48 heures avant, sinon ça sera pour la semaine suivante. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut laisser aucune place à l'improvisation, à la spontanéité. On parle ici de choses qui méritent que vous mettiez une limite pour vous émotionnellement. Je pense à cet exemple de proches qui veulent venir en s'annonçant au dernier moment. Bon, bah, si ça vous bouffe de l'énergie, c'est peut-être une condition à revoir, une limite à poser. Voilà. Donc, vous voyez, une priorité cœur se décide et se protège. Et donc, on va passer à l'exercice pratique, justement, pour écrire vos phrases et clarifier tout ça, et ensuite passer de l'intention à l'action. Donc, dans l'exercice pratique, vous prenez votre carnet, votre feuille, votre téléphone, et vous pouvez écrire cette phrase. Si je devais choisir une seule chose qui compte vraiment pour moi dans cette rentrée, ce serait, et vous laissez venir spontanément, pas besoin de tourner autour. OK? N'hésitez pas à partager la phrase dans le groupe WhatsApp. Je serais ravie de vous lire et bien sûr, je vous répondrai, hein. Et la deuxième phrase que j'aime beaucoup et que j'essaye de me rappeler aussi à moi-même de temps en temps, pardon, c'est si je dis oui à ça, à quoi je dis non. Parce que choisir, pardon, c'est pas juste poser un oui. C'est aussi accepter eh ben, les non qui vont avec. Et avec ça, et avec ces deux phrases, vous voyez, eh bien là, on sort du flou. Et vous n'avez pas 10 priorités. Ça vous donne une boussole, justement. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour répondre à ces questions. OK? Donc voilà, ce que vous venez d'écrire, c'est votre boussole qui se remet en marche. Et je veux vraiment vous honorer de ce que vous vivez. Parce que derrière ces lignes, il y a des journées qui s'enchaînent, des nuits en pointillés, peut-être une tête qui ne s'arrête jamais. Et cette sensation d'être partout et puis nulle part à la fois. Alors, il y a parfois l'estime de soi grignotée, la culpabilité qui s'invite, bah oui, hein. Le couple qui encaisse, le corps qui parle, et puis surtout, il y a ce signal intérieur, il y a quelque chose qui va pas. Et cette voix, elle n'est pas là pour vous accuser, elle est là pour vous appeler. Et pourquoi c'est là? Bah parce que biologiquement, votre cerveau fait ce pourquoi il est programmé. Il vous protège. Quand le stress s'installe, l'alarme reste allumée et vous gérez l'urgence avant l'essentiel. Et cognitivement, vous portez trop d'onglets ouverts. Anticiper, décider, vérifier, répondre. Votre mémoire de travail sature et vous finissez la journée vidée sans avoir touché ce qui compte vraiment. Et puis socialement, on vous a appris des scripts, être disponible, performante, parfaite, porter tout le monde. Ces injonctions, elles sont pas nées en toi, on vous les a transmises.
Alors, pas de culpabilité, vous n'êtes pas coupable de ces scripts ni des structures qui vous ont surchargé. En même temps, il y a un endroit où votre pouvoir commence, ici et maintenant. La responsabilité choisie. Responsable, ça veut dire être capable de répondre. Répondre, c'est choisir. Choisir, c'est poser un grand oui et accepter les petits non qui le protègent. Choisir, c'est une action microscopique aujourd'hui, pas une révolution demain. Regardez votre phrase. Elle vous dit déjà où mettre votre énergie. Et demandez-vous, quel est le premier geste qui va dans le sens de ce oui? Quelle petite limite va le protéger? Quel nom d'amour vais-je poser pour moi? Pas besoin de plus. Un pas suffit pour sortir du mode survie et entrer dans l'intention. Je vous le redis, vous n'êtes pas coupable. Vous devenez responsable, donc capable de répondre. Le changement, il ne se fera pas contre vous. Il se fera avec vous. Et vous venez d'en poser la première preuve par écrit. Et j'insiste vraiment, ce que vous venez de faire, c'est énorme. Parce que choisir, c'est pas facile, hein. Ça demande du courage. Oui, oui, ça demande du courage. Quand on choisit pas, on subit. Donc choisir, c'est courageux. Et c'est aussi une libération. Quand on choisit, on reprend le pouvoir. Et j'aimerais vraiment que vous voyiez ce moment comme un acte d'amour envers vous-même. Parce que vous vous choisissez aujourd'hui. En regardant ce replay, en prenant ce temps, vous vous choisissez aujourd'hui. Et rien que ça, c'est déjà vous remettre au centre. Alors bravo, vous avez osé choisir. Vous avez pris une décision là aujourd'hui. Vous avez pris la décision, vous avez choisi de regarder ce replay. Vous avez choisi de vous inscrire à mon challenge. Et c'est une mission possible, complètement. Et moi, je suis là pour vous aider. Donc, j'ai envie d'ancrer ça avec ce mini rituel qu'on a fait hier. Vous posez la main sur votre cœur pendant 10 secondes, fermez les yeux et répétez-vous intérieurement, je choisis ce qui compte vraiment pour moi. Et laissez cette phrase descendre en vous. Voilà. Alors demain, on passe à la troisième étape de la méthode ici intégrée. Et là, je vais vous montrer comment transformer votre priorité cœur en une micro-routine réaliste avec même un plan B pour les jours compliqués. En attendant, je vous invite vraiment à partager vos phrases dans le groupe WhatsApp. Merci pour vous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je suis fière de vous et j'ai vraiment hâte de vous retrouver demain à midi. Salut les filles, ciao.